le couronnement impérial de Charlemagne. L'Empire d'Occident avait disparu en 476 et aucun roi barbare n'avait osé se parer du titre impérial. En fait, l'Empire n'avait pas entièrement disparu, on pouvait considérer qu'il y avait réunification, puisque l'Empire d'Orient continuait sous la forme de l'Empire byzantin, avec Constantinople pour capitale, et effectivement, il continuera pendant tout le Moyen-Âge, puisqu'il ne sera détruit 1000 ans après l'Empire d'Occident, qu'en 1453. En Occident, donc, il n'y avait plus d'empire, et simplement des royaumes barbares. Par exemple, le royaume des Visigoths, qui finit par disparaître en 711, lorsqu'il est supprimé par les musulmans. Ensuite, le royaume lombard, qui disparaît en 774, lorsque Pavie est prise par Charlemagne. Et par conséquent, mis à part la Grande-Bretagne et l'Irlande, il ne reste plus qu'un seul royaume barbare, qui est le royaume franc, le royaume de Charlemagne à la fin du 8e siècle. C'est donc Charlemagne qui va choisir de rétablir à son profit le titre impérial. Mais évidemment, ce titre n'aura pas la même signification qu'à l'époque romaine. Nous allons subdiviser ce chapitre en plusieurs parties. Première partie, Charlemagne et l'Empire byzantin. Deuxième partie, Charlemagne et le pape Léon III. Troisième partie, les circonstances du couronnement. Et nous terminerons par la postérité impériale de Charlemagne. Première partie donc, Charlemagne et l'Empire byzantin. Entre l'Orient et l'Occident, les relations ne sont pas bonnes au 8e siècle. En particulier, vous avez des controverses d'ordre religieux. Et les orientaux n'acceptent pratiquement pas l'autorité du pape de Rome, même s'ils lui reconnaissent une certaine primauté. Sur le plan pratique, vous avez la controverse sur les icônes. En effet, en 754, un concile réuni à Hiereia a condamné les images saintes représentant Dieu, le Christ, la Vierge ou les saints. C'est donc le mouvement qu'on appelle iconoclaste. Or, en Orient même, vous avez des adversaires farouches de ce mouvement iconoclaste qu'on appelle les iconodules, favorables donc aux icônes. Le mot icône signifiant image, le mot iconos grec. Si bien que en 787, un nouveau concile, le 7e concile œcuménique, réuni une nouvelle fois à Nicée, réhabilite les images. Mais dans toute cette controverse, l'Occident est complètement tenu à l'écart. Si bien que la réaction de Charlemagne n'est pas favorable. Elle se manifeste dans les années 791-792 par la rédaction de ce qu'on appelle les Libri Carolini, qui sont rédigés dans l'entourage de Charlemagne, peut-être par Théodulphe. Les principales positions ici défendues sont d'abord que Charlemagne est le successeur des empereurs romains d'Occident, deuxièmement que l'Empire byzantin n'est pas universel, c'est seulement l'Empire des Grecs, troisièmement que les empereurs n'ont pas le droit de diriger l'Église universelle, le concile de Nicée de 787 n'est qu'un synode grec, quatrièmement, c'est une prise de position en faveur du filioque, autrement dit de cet ajout originaire d'Espagne au credo que n'acceptent pas les orientaux. Dans le credo,
le symbole de Nicée datant de 325. Il est dit l'Esprit procède du Père, et les Occidentaux ont ajouté ces mots et du Fils. L'Esprit procède du Père et du Fils, en latin filioque. C'est donc un manifeste de la doctrine latine et de son droit de se faire entendre. D'ailleurs, en 794, Charlemagne réunit un concile occidental et surtout franc à Francfort, dont le but essentiel est de condamner une hérésie espagnole, l'adoptionnisme, et en même temps de manifester l'existence et l'autonomie de l'Église occidentale par rapport à l'Orient. Mais il faut savoir également ce qui se passe à Constantinople sur le plan politique, car à cette époque, et notamment à l'époque du Concile de Nicée, il n'y a pas d'empereur à proprement parler, ou plus exactement, c'est une impératrice, Irène, épouse de Léon IV, mort en 780, qui exerce la régence au nom de son fils mineur, Constantin VI. Mais en 797, alors que Constantin VI atteint l'âge d'exercer le pouvoir par lui-même, sa mère, une mère indigne sans doute, organise une révolution de palais et dépose son propre fils. Pour s'en débarrasser définitivement, on lui crève même les yeux. Et c'est donc Irène seule qui prend le titre d'empereur, le titre de basileus en grec, basileus au masculin et non pas basilissa, qui signifie impératrice. Alors en 798, un parti byzantin hostile à Irène vient offrir la dignité impériale à Charlemagne. À cette date, il la refuse. Disons que le gouvernement d'Irène est catastrophique. En 798, par exemple, l'Empire devient tributaire du calife Haroun al-Rachid. Et il semble même qu'Irène ait rêvé de rétablir l'unité de l'Empire par un mariage avec Charlemagne, mais c'est assez douteux. En tout cas, en 802, Irène sera détrônée par un coup d'État et exilée à Lesbos. Elle mourra en exil en 803. Ses successeurs, en 802, Nicéphore le Gothète et en 811, Michel Ier Rangabé, vont avoir une politique différente et surtout le second qui reconnaîtra en 812 Charlemagne comme empereur. J'en arrive donc maintenant à ma deuxième partie, Charlemagne et le pape Léon III. Il y a à la cour de Charlemagne une atmosphère favorable à l'Empire. En particulier, Alcuin, un des principaux hommes de lettres de cette cour impériale, de cette cour encore royale, parle de l'Empire des Francs en 797 et développe en 798 ce qu'on appelle la théorie des trois pouvoirs. Autrement dit, au sommet de la hiérarchie du monde, il y a trois autorités: le pape, dont le pouvoir est contesté à cette époque, on en reparlera, l'empereur, qui est déposé depuis 797, et le roi des Francs, qui se situe à égalité avec les deux autres pouvoirs. Alors le pape de l'époque, justement, c'est le pape Léon III, qui a succédé à Adrien en 795. Mais c'est un pape contesté, car il est d'origine modeste, et certains Romains portent des accusations contre sa moralité. En 799, en particulier, il y a une émeute à Rome contre le pape, et d'après le Liber Pontificalis, le pape aurait été assailli dans une rue de Rome, et on aurait tenté de lui arracher la langue, de lui crever les yeux, et on l'aurait enfermé dans un couvent. Vous voyez des pratiques d'origine orientale. Mais peu après, il aurait été délivré par ses fidèles, et certains disent qu'il aurait recouvré miraculeusement la vue et la parole. Toujours est-il qu'il vient à Paderborn, en Saxe, où se trouve Charlemagne, pour lui demander son aide. Mais Charlemagne semble assez réticent. Nous savons, par un poème anonyme qui s'intitule Charlemagne et le pape Léon, qu'il règne une atmosphère impériale,
et on peut se demander si le pape n'a pas promis le titre impérial en échange de l'aide de Charlemagne. Ce qui est certain, c'est que Charlemagne ne se pressa pas d'aller à Rome. Il mit toute une année pour le faire. Et donc, nous arrivons maintenant à la troisième partie qui s'intitule « Les circonstances du couronnement impérial ». En 799, Léon III revient à Rome avec une forte délégation franque qui va d'une part rétablir son pouvoir face aux factions romaines qui lui étaient hostiles, mais qui va aussi mener une enquête concernant ces accusations contre la moralité du pape. Quant à Charlemagne, il passe l'hiver à Aix-la-Chapelle et ensuite va visiter les fortifications de la Manche. Justement, nous sommes à l'époque des premiers raids vikings contre les côtes de la Manche et il importe de prévoir une défense efficace contre ces nouveaux envahisseurs. On trouve donc Charlemagne à Saint-Réquier, à Rouen et ensuite à Tours où il a de longues conversations avec Alcuin, car Alcuin est à cette époque abbé de la célèbre abbaye de Saint-Martin de Tours. C'est ensuite seulement, au début de l'année 800, que Charlemagne va se diriger petit à petit, à petites étapes, vers l'Italie. Il franchit les Alpes, à ce moment il est rejoint par son fils, le roi Pépin d'Italie, et le 23 novembre 800, il arrive à proximité de Rome. Le pape vient l'accueillir selon l'étiquette habituelle en ce qui concerne les rapports du pape et des empereurs, mais il vient l'accueillir à 12 000, ce qui est inhabituel. Ensuite a lieu une grande assemblée qui réunit à la fois des membres nombreux du clergé, des Francs venus avec Charlemagne et des Romains. Cette assemblée va durer presque un mois. Elle a, semble-t-il, deux objets. Premièrement, discuter des accusations portées contre le pape. Sur ce point, d'ailleurs, les textes nous livrent des interprétations divergentes. D'après les annales royales, qui représentent la version officielle du roi des Francs, il n'y avait personne pour soutenir devant l'Assemblée les accusations. Mais cependant, le pape est soumis à un serment purgatoire, autrement un serment de purification par lequel il se lavera de ses fautes, ou en tout cas des accusations portées contre lui. Cette pratique n'est pas du tout romaine, c'est une pratique franque qui a été introduite ici et imposée au pape. Et en tout cas, c'est une cérémonie extrêmement humiliante pour le pape, mais qui lui est imposée, semble-t-il, par Charlemagne. Ainsi voit-on quels sont les rapports, quel est le type de rapport qui existe à cette époque entre le pape et le roi des Francs. D'après d'autres sources, par exemple d'après les annales de Lorche, les accusateurs sont poussés par l'envie et le pape prononce le serment de son plein gré. Dans le Liber Pontificalis, qui représente le point de vue du pape, les membres de l'Assemblée déclarent que personne ne pouvait juger le siège apostolique. Et c'est donc le pape lui-même qui prend l'initiative du serment, et d'ailleurs d'après cette source, il est prêté un autre jour. En tout cas, il y a un second élément important dans cette assemblée, c'est la question justement de la désignation de Charles à l'Empire. Et il semble que effectivement Charles accepte le nomen imperatoris, le nom d'empereur. Et on peut sans doute admettre que l'initiative
de la proposition revenait à l'Assemblée tout entière et non pas au pape seul. En tout cas, l'Assemblée se termine de cette façon le 23 décembre, c'est-à-dire 2 jours seulement avant Noël. Et nous en arrivons justement à ce jour du 25 décembre 800, au cours duquel va se dérouler la cérémonie du couronnement impérial. Le déroulement de la cérémonie est très important, car on se rend compte que c'est le pape qui prend l'initiative de manière à se donner le rôle principal. Et il y a une différence très grande entre le rite qui est employé ici et le rite traditionnel employé lors du couronnement des empereurs byzantins. Pour les empereurs byzantins, il y avait 3 rites distincts pour ce couronnement. Premier rite, c'est l'acclamation. Et l'ordre des rites est évidemment très important. L'acclamation qui est le rite principal et qui signifie que le peuple qui acclame le nouvel empereur élit en quelque sorte, choisit cet empereur. Deuxième rite, c'est le couronnement proprement dit, c'est-à-dire la position de la couronne sur la tête du nouvel empereur. Pour les empereurs byzantins, bien entendu, c'est le patriarche de Constantinople qui pose la couronne sur la tête de l'empereur. Par conséquent, c'est le rôle du pouvoir religieux de décerner le pouvoir impérial, mais cela ne vient qu'en second lieu. Enfin, troisième rite, c'est le rite de l'adoration, autrement dit en grec prosynèse, c'est-à-dire que le patriarche se prosterne devant l'empereur. Alors, le mot d'adoration, évidemment, peut donner lieu à controverse, c'est une traduction approximative du mot grec. En tout cas, le patriarche, autorité religieuse suprême en Orient, de même que les hauts dignitaires, reconnaissent la prééminence de l'empereur, car l'empereur est le véritable chef de l'Église. C'était la conception qui datait des empereurs chrétiens du Bas-Empire. Voilà donc quel est le rite traditionnel, succession de rites dans l'Empire byzantin. Or, justement, les choses ne vont pas se passer ainsi le 25 décembre 800 pour le couronnement de Charlemagne. D'après ce qu'on peut en savoir, cette cérémonie a lieu d'abord dans la basilique Saint-Pierre, basilique très vaste et qui date de Constantin, et Charlemagne est agenouillé devant la confession de Saint-Pierre, c'est-à-dire l'emplacement du tombeau du chef des apôtres. Et les rites ne vont pas se dérouler dans l'ordre traditionnel, puisque le premier rite, c'est le couronnement par le pape. Puisqu'il est en premier, il apparaît donc comme le rite principal, et c'est seulement en second lieu qu'intervient l'acclamation par la foule, et qui correspond donc à la reconnaissance par le peuple, ici le peuple des Francs et le peuple romain mélangés dans cette acclamation. Ensuite, vous avez des invocations des saints, des laudes, et enfin le troisième rite, c'est-à-dire le rite de l'adoration, adoration de l'empereur par le pape qui se prosterne devant lui. Alors, il est intéressant de noter que ce troisième rite de l'adoration est spécifié par certaines sources, notamment les annales royales, mais omis par le Liber Pontificalis qui représente le point de vue du pape. Ceci montre évidemment que Léon III regretta sans doute ce geste par la suite. En tout cas, c'est important, ce geste ne fut jamais plus renouvelé lors des couronnements d'empereurs en Occident. Il importe maintenant de voir le point de vue d'Éginard, qui nous dit dans sa Vita Caroli que Charlemagne a été surpris par le geste du pape.
il aurait été en quelque sorte couronné malgré lui, et il en aurait été très mécontent. En fait, c'est une version qui paraît étonnante. Charlemagne n'a pas pu être surpris puisqu'il avait déjà donné son accord au rétablissement de l'Empire. On peut donc se demander comment interpréter la phrase d'Éginard. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Premièrement, Éginard est féru de biographies impériales romaines, en particulier celle de Suétone, et dans le portrait idéal du prince qu'il a pu y trouver, une des qualités essentielles du prince est l'humilité. Par conséquent, le prince commence par refuser la dignité avant de l'accepter devant l'insistance de tous. Deuxième explication, Éginard indique les causes de l'aversion de Charlemagne pour l'Empire. Par exemple, l'irritation de Byzance, qui est tout à fait effective. Et il ajoute, cette aversion a été évitée par sa patience et sa magnanimité. Donc, on voit dans quel cadre cela se place dans la Vita Caroli, c'est le portrait moral d'un empereur idéal. Mais il y a une troisième explication qui est peut-être la plus intéressante, c'est que le mécontentement de Charles peut aussi s'expliquer par la manière dont s'est déroulée la cérémonie. Nous l'avons vu, c'est le couronnement qui est intervenu en premier lieu. Autrement dit, la première place est laissée au pape et aux Romains. L'acclamation, notamment par les Francs, n'intervient qu'en second lieu. Alors, il est possible que Charlemagne ait été surpris par le déroulement de cette cérémonie. Il aurait sans doute préféré que le rite se déroule selon l'ordre habituel, c'est-à-dire l'acclamation, l'élection en quelque sorte par les Francs en même temps que par les Romains, venant en premier lieu. Et effectivement, de 800 à 813, Charlemagne ne cessera de clarifier et même de corriger la situation issue de la reconnaissance de l'Empire en Occident. Il importe maintenant de savoir, après ces circonstances du couronnement, ce sera en quelque sorte une quatrième partie, donc de savoir ce que cette accession à l'Empire va changer dans le mode de gouvernement de Charlemagne. En fait, il semble que cela n'ait pas changé grand-chose dans la pratique, et que Charlemagne, bien plus qu'un empereur à l'antique, soit resté d'abord un roi des Francs. Et d'ailleurs, la titulature complète, dont nous avons plusieurs versions, est la suivante: Charles Sérénissime Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, gouvernant l'Empire romain, et par la miséricorde de Dieu, roi des Francs et des Lombards. Si bien que ce nouveau titre se surajoute au titre non supprimé de roi des Francs et des Lombards. Et en fait, Charlemagne va continuer à agir exactement comme un roi des Francs. Il va simplement exiger de ses sujets un nouveau serment de fidélité qui, cette fois, lui sera prêté en tant qu'empereur. D'ailleurs, la meilleure preuve que la nature du pouvoir de Charlemagne n'est pas fondamentalement modifiée, c'est que, dès 806, l'empereur prévoit un partage de l'Empire entre ses différents fils. C'est donc la vieille pratique du partage qui avait été largement illustrée par les Mérovingiens, qui n'avait pas disparu sous les Carolingiens, puisque à chaque décès de roi, on voit un partage prévu. Finalement, le partage avait été évité par le fait des circonstances à la mort de Charles Martel, puis à la mort de Pépin le Bref, mais il est à nouveau prévu par Charlemagne lui-même après son accession à l'Empire. En fait, dans la pratique, ce partage prévu ne sera pas réalisé, puisque des trois fils survivants en 800, un seul vivra après Charlemagne, c'est Louis le Pieux. Et notons que Louis le Pieux sera couronné en 813, mais par Charlemagne lui-même, en présence des seuls Francs, et non pas à Rome par le pape. Pourtant, c'est un cas
exceptionnel puisque les autres couronnements impériaux par la suite auront lieu la plupart du temps à Rome. Par conséquent, l'Empire se surajoute, si l'on peut dire, au royaume franc. Et la question du partage va se poser à nouveau aux générations suivantes. En particulier, d'ailleurs, parce que Louis le Pieux est un personnage faible, contrairement à son père, et il ne saura pas imposer son autorité à ses fils qui vont se disputer le pouvoir de son vivant même. C'est son fils aîné, en fait, qui recueillera le titre impérial en 843, mais il n'aura plus qu'une sorte de primauté d'honneur sur ses frères et n'exercera plus aucune autorité sur eux. Après, le titre impérial va se perdre, si l'on peut dire. Il sera adopté par ses fils et ensuite, il ne correspondra plus à grand-chose. Ce seront les rois d'Italie, généralement, qui se feront couronner par le pape. Par exemple, en 887, il y aura, autour de 887, plus exactement en 884, il y aura une réunification provisoire de l'Empire, sous l'autorité de Charles le Gros, mais Charles le Gros lui-même sera déposé par les grands de Germanie en 887. Alors, l'Empire disparaît donc, se dilue petit à petit, ne correspond plus à grand-chose. Néanmoins, il faut signaler une restauration impériale très importante qui aura lieu en 962 grâce au roi de Germanie, Othon le Grand. Et c'est la naissance d'un nouvel empire qu'on appellera le Saint-Empire romano-germanique et qui durera ensuite pendant à peu près 1000 ans jusqu'au début du XIXe siècle. Mais notons que de ce nouvel empire romano-germanique, la France est exclue. En conclusion, on peut parler de la permanence de l'idée impériale. Vous avez en particulier la légende de Charlemagne qui se développe dans la littérature. Au Moyen-Âge, la chanson de Roland en est d'ailleurs le meilleur exemple, mais il faut noter que la légende de Charlemagne se développe surtout en France de façon paradoxale, et moins en Germanie et en Italie. C'est pourtant là que subsiste un empire issu indirectement de celui de Charlemagne. En ce qui concerne la France, disons que les empires de Napoléon Ier et de Napoléon III sont les lointains successeurs de l'empire de Charlemagne, mais évidemment, nous sommes là dans un tout autre cas.